Salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Comme promis depuis déjà plusieurs semaines, aujourd'hui on va commencer la nouvelle mini-série des gens qui m'ont envoyé leurs témoignages de leur propre histoire. C'est des gens qui ont subi des crimes, ça peut être des agressions à caractère sexuel, ça peut être de la violence, ça peut être de la violence conjugale, donc il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, on va partir cette série. Il va sûrement en avoir à peu près une vidéo par mois, sans doute, parce que j'ai reçu beaucoup de témoignages, beaucoup de gens qui veulent se libérer. Et en même temps, ben, si ça peut aider d'autres personnes, la plupart sont assez discrètes, donc elles ne veulent pas nécessairement en parler elles-mêmes. Donc, elles m'ont contactée pour que moi, je parle de leur histoire. Donc, comme vous allez le voir, il y a beaucoup de noms, de dates et de lieux qui ont été changés parce que, bien évidemment, il y a des histoires qui ne se sont jamais traduites en justice. Ce qui fait que si je donne les vrais noms et que un ou une agresseur ou agresseuse voit cette vidéo, bon, vous comprenez là, je pense. Donc, sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux, café à la main. Et quand vous êtes prêts, on est parti dans le témoignage. Nous sommes en 1964 en France, alors que naît la jeune Pauline dans une famille assez dysfonctionnelle où sa mère elle est très autoritaire, c'est elle qui porte les culottes. Ça c'est en bon québécois, ce qui veut dire que ben, c'est sa mère qui décidait de tout. Si ça faisait son affaire, si ça faisait pas son affaire, elle pouvait frapper ses enfants, elle pouvait les battre également. Le mari de la mère, donc le père de Pauline, lui, c'était exactement le contraire. Il n'y avait pas du tout de caractère, il se laissait faire par sa femme, sans doute, selon moi, justement, pour ne pas qu'elle se fâche, pour ne pas qu'il y ait de malaise et d'embrouille. En 1980, la jeune Pauline va rencontrer Martin alors qu'elle travaille dans un supermarché comme caissière. Martin, lui, travaillait comme boucher. Donc, Martin naît en 1960 dans une famille plutôt banale. Plutôt joyeuse, il y a de l'amour et lui, son rêve à Martin, c'est de pouvoir s'acheter une moto et son père à Martin lui dit que si tu veux t'acheter une moto, il n'y a pas de problème, mais il faut que tu travailles. Donc, il s'est mis à travailler et toute sa vie, il a voulu devenir boucher. Donc, il a fait les études, il les a passées haut la main et il s'est fait engager comme boucher dans le supermarché, mais où travaillait Pauline. Donc, ils se sont rencontrés, il y a une relation qui s'est installée. Et finalement, ben, ils ont fini à être en couple. En 1983, Pauline et Martin vont décider de se marier et c'est le 9 mai 1985, soit environ 2 ans plus tard, que va naître le personnage principal de notre histoire qu'on va appeler Marie tout au long de la vidéo. Marie va naître à Pas-le-Calais, en France. Peu après la naissance de Marie, la petite famille va déménager à Nice, toujours en France, parce que la mère maternelle, en fait la mère de Pauline, vous savez, vous vous souvenez, celle qui est très autoritaire, elle menaçait la famille et en fait elle faisait en sorte que leur vie soit vraiment misérable. Donc Pauline, Martin et Marie vont déménager justement pour fuir la mère de Pauline qui est vraiment assez spéciale et ça vous allez le voir tout au long de la vidéo. En 1987, soit seulement 2 ans après la naissance de Marie, Pauline va décider de quitter Martin. On voit que Pauline, elle est
très sous l'emprise de sa propre mère qui menace la famille et qui fait en sorte que leur existence soit vraiment misérable, comme je l'ai dit. Et finalement, Pauline va décider de déménager à Pas-le-Calais. Donc, elle va quitter Nice pour retourner à Pas-le-Calais chez ses parents à elle avec Marie. Donc là, Pauline, elle retourne vraiment sous l'emprise de ses parents à elle. Et Martin va rester à Nice. Donc, Marie m'a dit qu'il y a environ 1200 km entre Nice et Pas-le-Calais. Donc, finalement, Marie va voir son père Martin seulement aux grandes fêtes. Donc, à Pâques, lorsqu'il a des fériés, dans les vacances d'été et dans les vacances de Noël. Martin va tout faire pour obtenir la garde légale de Marie, sauf que le problème, c'est que la mère de Pauline, elle est toujours dans les parages et elle va vraiment tout faire pour rabaisser Martin. Marie m'a expliqué qu'une fois, plusieurs fois en fait, son père venait chercher Marie à l'aéroport et en fait, lorsque la fin de semaine se terminait, il revenait la porter et s'il arrivait 5 minutes en retard, la mère de Pauline contactait la police pour kidnapping. Donc, ça faisait vraiment en sorte que dans le dossier, Martin n'était pas très respectueux des règlements et il n'était pas très responsable non plus. En 1989, Pauline va rencontrer un homme qu'on va surnommer Jean tout au long de la vidéo. Et la petite famille est très heureuse, surtout Marie, parce que Jean a une fille qui s'appelle Roxy et qui a seulement quelques années de plus qu'elle. Donc à cette époque-là, Marie, elle avait 4 ans, Roxy, elle avait 6 ans. Donc c'est vraiment pas beaucoup, ça lui fait une amie et c'est super, elle est très contente, très joyeuse. Pourtant, alors qu'au début, tout semblait bien aller, la situation et les relations dans la famille vont vite se détériorer. Bien vite, Jean a commencé à beaucoup s'interposer dans la vie de sa belle-fille. Exemple, il insistait beaucoup pour être présent lorsque Marie allait dans le bain, lorsque Marie se déshabillait, lorsque Marie s'habillait. Ça commence toujours avec des petits gestes de ce genre. Le 18 décembre 1990, malheureusement pour Marie, son père Martin va être retrouvé en dessous d'un tunnel. Il est décédé suite à un accident de moto. Enfin, c'est ce qu'on va dire à Marie, que Martin est décédé d'un accident de moto. À cette époque-là, elle a que 5 ans. Donc, il faut quand même essayer de la préserver. Il faut lui éviter les détails un peu trop sensibles pour son âge. Pourtant, aujourd'hui, on sait que Martin est décédé d'un homicide, donc c'était un meurtre. Effectivement, il roulait sur sa moto, mais quelqu'un l'en a poussé. Il a ensuite percuté le mur de béton en dessous du tunnel. Et l'autopsie va révéler que Martin est décédé suite à ce que son artère fémorale a été sectionnée. Donc, il a perdu beaucoup de sang et il est décédé en moins de 5 minutes. Donc, ça n'a pas été une mort lente et douloureuse, mais pourtant, ça l'a vraiment affecté Marie parce qu'en fait, elle était supposée voir son père durant les vacances de Noël et lorsqu'elle est descendue de l'avion, c'est son oncle qui l'a accueillie et son oncle lui a dit que son père était décédé d'un accident de moto. Donc, toute son enfance, Marie a vraiment cru que son père était décédé d'un accident et c'est vraiment en vieillissant, plusieurs années plus tard, qu'elle a su que finalement son père était décédé d'un homicide. Et là, plus les années avancent et plus ce que Marie subit de Jean va vraiment s'intensifier. Et ça m'a vraiment fait penser un peu au cas d'Aurore, alors que Aurore, elle, c'était sa belle-mère qui lui faisait subir beaucoup de violence. Dans cette histoire-ci, c'est le beau-père, mais vraiment, quand elle me racontait son histoire, ça m'a vraiment fait penser à ça, parce qu'on voit qu'au début, c'est pas si mal. Au début, bon, les violences sont quand même minimes, entre parenthèses, et elles vont finir par s'intensifier de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année. Et c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de la vidéo. Pour la punir, Jean a commencé à faire quelque chose qui, pour moi, semble vraiment provenir du fait que c'était une figure d'autorité et qu'il en avait tous les droits. Donc là, je vais lire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pour la punir, Jean la mettait à genoux sur un manche à balai et elle devait lever les pieds et ses mains pour qu'elle ne puisse se reposer sur rien.
Pendant ce temps, la mère de Pauline restait assise à la cuisine avec un verre de whisky. C'est vraiment à ce moment-là que Pauline est vraiment devenue alcoolique et on va le voir là, au courant de la vidéo. On voit que son état psychologique commence à se dégrader peu à peu. Et elle regardait la scène sans rien faire et riait avec Jean. Donc Marie était dans un état, était dans une situation précaire, était dans une situation vraiment offensante, humiliante et sa propre mère rit d'elle. Donc là on voit déjà que pendant que la personnalité de Marie est en train de se forger, eh bien, elle se fait malmener, autant psychologiquement que physiquement. Et en plus de ça, sa propre mère, sa figure maternelle, en fait, c'est la figure de la base de la vie, rit d'elle. Donc, on voit que là, ça va vraiment, tu sais, la personnalité, elle va se forger en conséquence de ce qu'on vit quand on est jeune. Donc, si un enfant fait rire de lui, effectivement qu'en vieillissant, il se peut que la personne, que l'enfant devienne un adulte qui n'a pas confiance en lui. Et en plus de ça, dans la relation entre Marie et Roxy, c'était très inégal. Par exemple, Roxy recevait des cadeaux pour Noël ou pour Pâques ou pour sa fête. Marie n'avait pas droit de toucher à ces cadeaux. Et lorsque Marie recevait des cadeaux de la famille paternelle, donc des grands-parents paternels, Roxy avait le droit de jouer avec. Donc Roxy pouvait faire tout ce qu'elle voulait, mais par contre Marie, elle devait prendre son trou. Et là, on arrive encore une fois à ce qu'on retrouve souvent dans les histoires de personnes victimes d'actes criminels. Il y en a beaucoup et je suis sûre que je suis sûre qu'il y en a beaucoup peut-être qui vont se reconnaître là-dedans. Un jour, la famille a décidé d'adopter un chien et ils l'ont appelé Gualo. Marie adorait ce chien, mais après seulement 3 ans, alors que Marie avait 8 ans, elle part en vacances chez la famille paternelle, donc chez les grands-parents paternels. Et lorsqu'elle revient à la maison, Gualo avait disparu. Ses parents ne lui donnèrent aucune explication. Donc, les parents vont acheter le chien. Ils vont faire en sorte que, naturellement, il y a une relation de confiance et d'amour qui va s'installer entre les enfants et le chien. Et elle part, et quand elle revient, soudainement, le chien n'est plus là, puis ses parents trouvent ça bien drôle. Ça m'a vraiment fait penser aussi à l'histoire de Robert William Pickton. Ça, c'est la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne. Ses parents ont fait la même chose. Lui, c'est un tueur en série, c'est pas la même chose. Mais ses parents ont vraiment fait la même chose pour vraiment le blesser, pour vraiment le rabaisser. Il lui avait acheté un veau et il en prenait vraiment soin, il l'adorait. Et un jour, il va à l'école et quand il revient de l'école, son veau, il est plus là. Il demande à sa mère qu'est-ce qui s'est passé. Sa mère lui dit, écoute, à un moment donné, il y a un animal, ça se mange. Donc, ton père l'a tué. Et on va le manger. Donc, c'est vraiment... Il y en a beaucoup à qui ça va arriver, là, que les parents vont faire ça. Il n'y a aucune logique, aucune logique. Il y a eu aussi un chat, donc la famille a acheté un chat et ils ont entendu que Marie tombe en amour avec le chat. Et lorsqu'à un moment donné, Marie n'était pas là, sûrement encore en vacances, le chat se prénommait Joséphine. Et lorsqu'elle est revenue de vacances, le chat était pas là. Donc, c'est arrivé une couple de fois que les parents achètent un animal de compagnie. Marie l'a tout de suite aimé et ensuite, l'animal a disparu. Donc, toute l'enfance de Marie, ça a vraiment été ça. Jusqu'à ses 12 ans, son beau-père lui a fait beaucoup d'attouchements, a fait aussi du voyeurisme. Ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup chez les pédophiles. C'est ce qu'elle a vécu. Elle a vécu beaucoup de traumatismes et elle s'est faite maltraiter autant par son beau-père que par sa mère. Et à 12 ans, elle va demander de l'aide. Et sa requête va être entendue et elle va être placée à un centre pour jeunes par la cour pour violence physique. C'était pas pour agression, mais c'était pour violence physique. À 17 ans, elle va faire une demande pour pouvoir retourner chez sa mère et sa demande va être acceptée, donc elle va retourner chez sa mère. Elle a recommencé l'école, mais bon, ça marchait pas trop, donc elle a dû abandonner l'école. Et elle va se trouver un copain et elle va tomber enceinte pour la première fois. Et là, encore une autre fois, un autre traumatisme. En juin 2003, des cyclistes vont retrouver Pauline, qui est assise dans sa voiture, sans vie. Elle s'était enlevée la vie par médicaments mélangés avec de l'alcool. Pauline, au fur et à mesure des années, elle était devenue alcoolique. Et
elle était entrée dans une très grosse dépression, je crois, une dépression qui n'a jamais été soignée, une dépression dont elle n'a jamais demandé de l'aide. Et ça a conduit à son suicide. Entre parenthèses de la vidéo, si jamais vous avez des idées de suicide, des idées de mort, des idées noires, vous n'arrivez pas à dormir ou vous dormez trop, ou vous avez tendance à boire un peu trop ou à fumer un peu trop de la drogue, si vous vous sentez pas bien, c'est vraiment très important d'en parler. SOS Suicide est là pour ça. Donc, dans chaque pays, dans chaque ville, il y a des numéros de téléphone. Je peux pas toutes les mettre ici. Je vais mettre celui de la France et du Québec, bon, si je le trouve. Et c'est vraiment important de demander de l'aide parce que je suis persuadée que tout problème peut se régler. Donc, fin de la parenthèse, on retourne dans l'histoire. Donc, finalement, Marie, du haut de ses 18 ans, elle apprend que sa mère s'est enlevée la vie. C'est un choc et c'est vraiment une autre situation vraiment très traumatique pour elle. 18 ans, c'est encore jeune. 18 ans, t'es pas au courant de tout ce qui se passe dans la vie. Et déjà, à 5 ans, elle a perdu son père. Là, elle a 18 ans et elle perd sa mère. Donc, elle devient complètement orpheline. 18 ans, c'est encore très, très jeune. Marie a dû aller reconnaître le corps de sa mère à la morgue, ce qui fut très traumatique. On est en juin, c'est canicule. Et le corps se décompose plus rapidement. Donc, c'est encore un autre traumatisme. Tu dois aller dans une pièce froide, blanche, et tu dois dire si oui ou non le corps qui est devant toi en pleine décomposition, si c'est ta mère ou pas. Et juste pour vous dire à quel point la grand-mère maternelle, elle était très, très, très toxique, la grand-mère avait réclamé le corps de sa fille, donc le corps de Pauline, pour le regarder chez eux le temps des obsèques. Et quand il y avait personne en dehors de la famille proche, elle faisait sa vie, là. Elle riait, elle faisait des blagues, elle écoutait la télé, elle vivait sa belle vie, sa best life. Et quand il y avait des gens de la famille, comme des amis ou des cousins, des oncles, des tantes, bon, là, elle se mettait à pleurer et elle faisait la personne qui est en plein deuil. Et bon, bref, c'était... Elle féquait carrément là, la mère de Pauline. Il y a une autre chose aussi, Marie a eu un très très grand courage parce que tout de suite après le décès de sa mère, le suicide de sa mère, la mère de Pauline s'est mise à harceler Marie. Il ne faut pas oublier que Marie, à cette époque-là, elle était enceinte de son premier enfant. Donc, déjà là, il ne faut pas stresser une femme enceinte pour rien. Elle a vécu deux gros traumatismes. Donc, le premier, c'était d'apprendre que sa mère s'est enlevée la vie. Et le deuxième, c'est qu'elle devait aller reconnaître son corps. Donc, deux situations traumatisantes. Et là, il y a la grand-mère qui en rajoute et qui fait passer le suicide de Pauline sur la faute de Marie. Donc, Pauline n'arrêtait pas de dire que c'était de la faute de Marie, que c'était à cause de elle, que sa fille était morte et tout. Et elle s'est mise à l'harceler de messages, d'appels, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour. Donc, Marie a décidé un jour de couper le contact avec toutes ses relations toxiques. Donc, juste pour vous dire, aujourd'hui, elle ne voit quasiment ou même plus personne de sa famille. Et là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, Marie a 36 ans. Elle est toujours avec le père de ses enfants. Et elle a une fille de 15 ans, un fils de 13 ans, une fille de 4 ans et un autre fils de 3 ans. Donc, elle a bien réussi. Et on peut voir que même si on vit des situations traumatisantes, même si on vit quelque chose de big, de gros, l'humain est tellement bien fait, le cerveau est tellement bien fait qu'il peut se reconstruire sur d'autres bases. Donc, c'est vraiment important que, premièrement, quand on a de la souffrance, quand on se sent démoralisé, quand on se sent dépressif ou qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va pas bien, c'est vraiment important d'aller chercher de l'aide. Et ça, j'arrête pas de le répéter, puis je vais toujours le répéter. Pour moi, je suis sûre à 100% qu'on peut se sortir de n'importe quelle situation. Il y a toujours des solutions aux problèmes qui se passent. Donc, tout problème a une solution. Et Marie, elle a su faire quelque chose de très bien de sa vie.
Elle a eu des enfants et elle fait tout aujourd'hui pour que ce qu'elle a vécu ne se reproduise jamais sur ses enfants et je trouve ça super. Donc, c'était le témoignage de Marie. Déjà, en parlant de ta situation, en parlant de ce qui s'est passé, tu as déjà fait un pas vers la guérison. Donc, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et on se retrouve pour un prochain sujet. D'ici là, prenez soin de vous et si jamais l'envie de parler d'un témoignage ou d'une situation que vous avez vécue, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire soit par Facebook, soit par Instagram et je vais être là pour vous répondre. D'ici là, gros bisous et prenez soin de vous. Ciao!